Alors, je disais, la deuxième chose, c'est on pourrait soulever un paradoxe, mais je pense qu'il ne faut pas s'amuser à le faire, dans cette question, puisque d'une certaine manière, elle oppose des fractures qui ne seraient que sociales à des équilibres qui ne seraient qu'économiques. Alors qu'en fait, les fractures peuvent être économiques et les équilibres peuvent être sociaux. Mais je pense qu'il ne faut pas beaucoup s'amuser avec ça. Ce que je disais juste avant, si ça n'était pas audible, c'est le fait que la question est posée de telle sorte que ça m'a fait penser immédiatement au sujet de 2023. La décroissance est-elle compatible avec l'État-providence? Et je trouve qu'il y Oui, a on se une rappelle, affinité c'est toi élective. d'ailleurs qui l'avais commenté sur Ouais. Majeure Prépa, Ouais, je et trouve ça qu'il y a avait des interpellé beaucoup de affinités candidats. électives entre ces deux sujets. D'une part, parce que, comme je l'avais dit à l'époque, la décroissance elle-même, c'est quand même une notion qui était un peu philosophie économique et d'ailleurs assez orientée, tout comme les fractures sociales, en fait, Mhm. est une notion qui relève aussi on va dire, plutôt de concepts journalistiques que de concepts très précis en économie. Alors, ceci étant dit, c'est un sujet difficile, mais c'est un sujet qui est sacrément intéressant, qui risque d'être discriminant. Donc je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Frédéric tout à l'heure, mais je pense que la méthode d'appréhension du sujet et les réflexes face à ce type de sujet vont être essentiels pour bien le traiter. Alors quelles seraient les méthodes appropriées? La première, selon moi, est toujours de poser des questions extrêmement simples concernant le sujet. Qu'est-ce qu'une fracture? Qu'est-ce qu'une fracture sociale? Qu'est-ce qui serait fracturé? La fracture entre qui et qui? De quels équilibres économiques parle-t-on? Ce que je vais reprendre dans un instant. Concernant quel marché? À quelle échelle doit-on traiter ce sujet? Est-ce que c'est à l'échelle de la nation? Est-ce que c'est à l'échelle d'un groupe de nations? Est-ce que c'est à l'échelle mondiale? Et puis évidemment, quelle est la dimension temporelle du sujet? Parce que c'est une question qui peut se poser concernant le 19e siècle, pour faire simple, ou le 20e siècle, ou le monde contemporain. Donc il va falloir faire énormément de choix et de faire les bons, selon moi. Donc avant de vous dire ce à quoi j'ai réfléchi là, un peu avant de vous rejoindre, je rappelle toujours que dans une dissertation comme celle-ci, dans un temps imparti de 4 heures, qui est finalement assez court, parce que là, honnêtement, on peut s'amuser pendant 15 heures sur le sujet, Mhm. il faut coefficienter un peu en économie les auteurs, les notions, les concepts, les faits historiques qu'on va vouloir utiliser et se dire bon bah celui-ci me semble plus important que celui-ci, donc je vais davantage mettre l'accent là-dessus. Donc ce qu'il faut selon moi immédiatement faire, bien sûr, c'est de s'attacher à identifier les différentes fractures sociales dont on peut parler. Moi, j'en distinguerai trois. Dans le premier groupe, je mettrai les inégalités, la pauvreté et le déclassement. Dans le deuxième groupe, je mettrai des fractures éducatives, la panne de l'ascenseur social et les fractures territoriales. Et dans un troisième groupe, je mettrai des fractures sociales générationnelles ou intergénérationnelles, comme vous Mhm. voulez. Et puis, pourquoi pas une fracture environnementale aussi, ce qui n'est pas d'ailleurs totalement euh, hors de propos avec le générationnel aussi. Mhm. Et dans les équilibres économiques, je pense qu'il faut faire le même travail, un peu de distinction des équilibres, avec premièrement les équilibres qui vont concerner le marché du travail, le marché des biens et services, le marché financier, et donc sur ces marchés, les différents prix qui permettent, ou en tout cas les différentes variables qui permettent l'obtention de ces équilibres, donc les salaires, les taux d'intérêt, le niveau général des prix ou les prix relatifs, mais peut-être surtout ici la stabilité du niveau général des prix. Les équilibres selon qu'on distingue le court terme du long terme, parce que dans les équilibres économiques, il y a vraiment les deux types. Et puis, ce qui est très important selon moi, c'est de distinguer une vision statique, donc ça c'est la troisième distinction, une vision statique des équilibres et une vision dynamique des équilibres. Pour faire simple, en économie, on utilise souvent la métaphore de la bicyclette. Une bicyclette n'est en équilibre que quand elle avance, à moins qu'elle ait des béquilles. Et donc, je pense que c'est une distinction qu'il va falloir faire en lien avec l'intergénérationnel. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, il ne faut pas se tromper, une typologie n'est pas une définition des termes. Donc trouver des définitions appropriées des expressions fracture sociale et équilibre économique demande du travail, mais c'est en fait là-dessus que les étudiants sont vraiment attendus.
c'est-à-dire non pas sur des connaissances par cœur, je dirais, de définition de ces expressions, mais de leur capacité à travailler ces expressions pour en proposer une définition qui soit aujourd'hui pertinente, intéressante, et donc à l'origine d'une problématique qui le sera elle aussi. Évidemment, les deux dimensions, échelle, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, nation, groupe de nations, monde. Alors ça, c'est mon opinion. Je pense que certains correcteurs pourraient en avoir une autre, mais je pense que c'est l'échelle de la nation qui est quand même la plus intéressante pour traiter ce sujet sur la fracture sociale, ou les fractures sociales, pardon, pour deux raisons. Pour une raison tout simplement d'efficacité de l'argumentation, et deuxièmement parce que le programme en sociologie, parce qu'il va falloir utiliser quand même une notion de sociologie, porte sur la France, donc quand même plutôt sur une nation qu'on va comparer à d'autres. Et la dimension temporelle, alors là, je pourrais dire, et là encore, ça pourrait être discutable, mais que je me concentrerai sur le XXe siècle et le début du XXIe siècle, avec peut-être quelques incises sur les années 30, pourquoi pas, puisque c'est aussi une décennie de fracture sociale avec des implications économiques. Mais quand même, je pense que c'est un sujet qui est davantage contemporain qu'historique. Oui. Et donc, c'est plutôt là où des nations qu'il va falloir choisir, et une dimension temporelle qui est quand même plutôt, je dirais, au moins à 75% sur ce qui se passe dans les pays développés depuis les années 80 ou dans des pays émergents, qui va être dominant dans l'argumentation. Alors, je me suis amusé un petit peu exprès à travailler des définitions sur les notions proposées. Qu'est-ce qu'une fracture sociale? On pourrait dire que c'est quelque chose qui est brisé dans une société et qui remettrait en question la possibilité même de faire société. C'est-à-dire finalement d'accepter une division du travail, de faire en sorte qu'un État soit légitime dans ses interventions, et qu'il y ait tout simplement un sentiment d'appartenance en fait à une même nation. Par équilibres économiques, on peut entendre une satisfaction conjointe entre des offreurs et des demandeurs de biens et de services, de travail, de financement, mais plutôt dans une perspective qui serait intertemporelle. Mais attention, en soulignant justement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que depuis, alors moi j'ai trois auteurs en tête parce que je trouve qu'ils ont apporté beaucoup de ce point de vue-là, qui sont Schumpeter, Keynes et Harrod. Donc depuis ces auteurs-là, on a compris que un équilibre suppose souvent une dynamique, justement, et en particulier une dynamique de croissance. C'est-à-dire que en fait, donc on peut penser ce qu'on veut de la décroissance, mais il y a différents types de croissance possibles, alternatives à une croissance qui ne serait pas respectueuse ni de l'environnement ni du social. La croissance est quand même ce qui permet le plus souvent de limiter les fractures sociales liées à l'emploi, à l'accroissement des inégalités, à la pauvreté, ou toutes celles que j'ai mentionnées tout à l'heure. Voilà, donc à partir de ces définitions-là, on peut problématiser peut-être de la manière suivante: plein emploi, stabilité des prix, équilibre financier et compétitivité sont-ils affectés par l'accroissement des inégalités de revenus, des chances, qui plus est lorsqu'elles sont intergénérationnelles, par exemple. Et puis s'amuser ensuite avec le sujet. Quand je dis s'amuser avec le sujet, j'entends par là, ce que je répète souvent à mes étudiants, c'est il y a plein de plans possibles pour bien traiter un tel sujet de dissertation une fois qu'on a fait ce travail. Et les plans peuvent produire des résultats en termes de notes parfaitement équivalents, 2 parties, 3 parties, etc. Cependant, il y a quand même des plans qui sont tout à fait inadaptés ou impossibles. Je pense qu'un plan chronologique est ici tout à fait à éviter. Ouais. Ça va de soi. Un plan qui, pour simplifier, parce que là on a peu de temps, serait oui, cela affecte, non, ça n'affecte pas, 3, ça affecte peut-être, mais pas toujours, et évidemment à exclure, mais je pense que personne ne l'a utilisé. Un
l'un des pires plans serait évidemment de traiter d'abord des fractures sociales, ensuite des équilibres économiques, et ensuite, dans un grand 3, seulement de se demander comment ça interagit. Évidemment, ça fonctionne pas non plus. En revanche, il y a un plan qui a pu tenter certains d'entre vous, et moi, je pense qu'il est perfectible, mais qui pourrait être accepté, qui serait tout simplement de répondre, pour l'essentiel, oui, les fractures sociales affectent quand même la plupart des équilibres économiques, et deuxièmement, de montrer quels sont les mécanismes en fait qui permettent de l'expliquer, et troisièmement, de se demander quels sont les moyens ou les politiques à mettre en œuvre pour éviter justement que les fractures sociales s'agrandissent, ou alors même peut-être pour les réduire de manière à obtenir des équilibres économiques. Le petit inconvénient de ce plan serait que le grand 3 ne répond plus dans sa totalité intégralement à la question. Ce qui fait qu'en fait, l'action publique pour réduire les fractures sociales afin d'atteindre des équilibres économiques peut-être ne devrait être traitée que dans une sous-partie de ce grand 3, de manière à ce que le grand 3 réponde encore à la question qui a été posée. Parce que là, la question, pour le coup, était vraiment posée. La problématique est finalement imposée. Oui. Voilà, donc c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Je vérifie le temps, on est un quart d'heure, ça va aller. Qui peut supposer d'utiliser énormément, alors pas énormément en 4 heures, pardon, mais pas mal d'auteurs, pas mal de concepts, voire un ou deux graphiques, pourquoi pas, si on a envie de s'amuser. Je reprends ce terme d'amusement parce que, en fait, les correcteurs sont très sensibles au fait que vous appréciez la discipline qu'ils enseignent. Et donc, en fait, il faut aussi réussir dans une dissertation à montrer qu'on a trouvé ce sujet enthousiasmant. Et de fait, moi, je le trouve enthousiasmant par sa difficulté, par sa contemporanéité, si vous voulez, parce que je trouve que c'est un vrai sujet à poser aujourd'hui. Et en même temps, avec une vision un petit peu critique, encore une fois, parce que l'expression fracture sociale, je pense, mérite vraiment d'être précisée, parce qu'une dissertation d'économie, c'est pas un article de journal. Et donc là, il faut être extrêmement rigoureux dans le traitement des notions dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait. La pauvreté, ses définitions, les inégalités, de quel type, le déclassement, de quel type aussi. Et sur les équilibres statiques, dynamiques et des marchés, on aura vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu veux, mais tout à l'heure, pendant que Frédéric parlait, je me suis amusé à écrire un plan que je peux... Frédéric a proposé un plan, alors tu peux peut-être juste quelques questions rapidement. Tu disais, alors c'est quand même la difficulté aussi de ce sujet, c'est qu'il ne propose aucune borne ni temporelle ni géographique. Ouais. Donc, ce que tu sembles dire, c'est que là, il fallait pas se dire, ok, je dois faire une typologie traitée de ce sujet à l'échelle régionale, à l'échelle des nations, etc. Il fallait avoir un parti pris clair et le justifier, en quelque sorte. Ouais. Je pense, en tout cas, en tant que lecteur, j'apprécierais que ce soit le cas. Ok. Ouais. Et c'est, encore une fois, comme tu l'as bien dit, c'est absolument indispensable du fait qu'il n'y a absolument aucune indication qui est donnée. Donc c'est presque vous dire, faites des choix. Dans la mesure du principe, faites les bons, quoi. Donc, il fallait prendre un parti pris et si possible, bon, ok. Sur ça, c'est clair. Et sur ce cadre-là, justement, toi, tu suggérais le cadre de nation, dans la mesure où, je crois que c'est François Bourguignon, la mondialisation exacerbe les inégalités intranationales, à mesure qu'elle réduit les inégalités entre les États. Est-ce qu'il fallait pas quand même discuter du fait que aujourd'hui, finalement, peut-être qu'un CSP+ parisien a davantage de similitudes avec un CSP+ bavarois, par exemple, de Munich, que de quelqu'un qui habite dans la diagonale du vide. Tu vois ce que je veux dire, de se dire tout à fait, ouais. Ce cadre national est parfois peut-être un peu déconstruit. Alors complètement, je te réponds de temps. Tout à l'heure, j'ai dit 75%, ça veut dire qu'à mon avis, il y a 25% du sujet qui doit quand même avoir un aspect international. Ensuite, c'est bien dit, en fait, je pense qu'il faut essayer de choisir des nations et articuler un petit peu la manière dont justement les fractures sociales qui peuvent d'ailleurs être différentes en leur sein. Prenons un exemple simple, la Chine accroît considérablement ses inégalités depuis en gros les années 80, ce qui participe à l'accroissement des inégalités internes, je fais simple et vite dans un pays comme la France qui subit une désindustrialisation. Et donc bien sûr au sein de chaque nation, en fait, on va avoir les perdants et les gagnants de la mondialisation. Et c'est complètement dans le sujet. Ce qui fait que, et c'est mon deuxième point, en fait,
quand je réfléchis à des accroches, là j'ai dû faire très vite, donc de manière spontanée, c'est la courbe de l'éléphant de Milanovic, 1980-2016 qui m'est venue à l'esprit tout de suite. Parce que je trouve que ça pouvait permettre d'articuler, par exemple, le fossé qui se creuse, par exemple, dans un pays comme la Chine, avec les coefficients de Gini, la Chine bleue versus la Chine jaune, les territoires comme les zones économiques spéciales, qui créent aussi une fracture territoriale très importante, mais qui peut participer à justement les fractures territoriales françaises avec des zones en désindustrialisation, des problèmes de compétitivité pour un grand nombre de branches ou d'industries nationales. Je pense que c'est important dès l'accroche de montrer qu'il va y avoir cette dimension des fractures sociales au sein des nations et des équilibres économiques qui, de fait, sont affectés, avec pour certains, on va dire, des équilibres qui vont être garantis, mais peut-être par un développement économique et par une croissance, tandis que d'autres vont subir ce que certains appelaient, et ça va être tout de suite dans mon grand A, une croissance atone, pourquoi pas une stagnation séculaire, ce genre de choses. Ok, c'est très clair. Ça répond effectivement à mes deux objections / questions. Donc, tu te proposais de proposer justement un plan. Oui. Sur ça, tu as écarté pas mal de plans qui ne fonctionnaient pas. Est-ce que, selon toi, il y avait que celui-là qui pouvait vraiment embrasser le sujet efficacement? Est-ce qu'il y en avait d'autres? Quel est ton sentiment par rapport à ça? Non, moi, mon idée est toujours qu'il y a beaucoup de plans possibles, mais simplement quelques-uns qui doivent apparaître assez rapidement impossibles. Donc là, j'ai mentionné les impossibles. Maintenant, les possibles, ils sont nombreux. Pourquoi? Parce que, pour être tout à fait transparent avec vous, quand je me suis amusé à le faire tout à l'heure, pardon, moi, je m'aperçois souvent quand je fais un plan, et j'essaie vraiment de le faire vite, qu'en fait, si je veux, je peux, par exemple, changer complètement mes parties en associant, par exemple, là, c'est tout à fait possible, le grand 2, grand A, plutôt avec le grand 3, grand A, et le grand 2, grand B, avec le grand 3, grand B, et ça marche aussi. Mais simplement, je vais devoir changer l'intitulé de partie. Et à ce moment-là, je me dis, si j'arrive à faire ça, ça veut dire qu'en fait, il y a plusieurs moyens déjà de disserter sur le sujet, et heureusement, parce que c'est un peu ce qu'on attend, des argumentations différentes entre les gens. Je veux dire, si vous rassemblez 10 économistes dans une salle et que vous leur faites traiter ce sujet, je peux vous assurer que vous aurez au moins 5 plans différents. Donc, il faut que surtout selon leur sensibilité aussi en plus, politique. Ouais, tu as parfaitement raison. Si vous avez un économiste en face de vous qui est plutôt, qu'est-ce que je pourrais choisir, Robert Nozick, il va pas du tout traiter le sujet de la même manière que si vous avez du Flo Banerjee en face, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et normalement, les correcteurs doivent justement apprécier à leur juste valeur ces argumentations-là, quelles que soient, en gros, les arguments qui vont être défendus à partir du moment où ils sont vraiment fondés sur des concepts économiques qui appartiennent au programme, en fait. Et voilà. Bon, c'est clair. Oui, Frédéric, moi, je trouve, pardon, je t'ai coupé, mais je disais, Frédéric a une image que je trouve intéressante. Il dit, finalement, c'est presque comme une prise de judo, le plan. Ça va être plus ou moins facile de mettre votre adversaire au tapis, mais c'est possible de différentes manières. Donc, il faut choisir la prise opportune et ce sera plus ou moins facile. Mais alors, il y a des plans qui sont tout à fait, effectivement, inappropriés, mais plusieurs plans peuvent fonctionner, et bien heureusement. Et d'ailleurs, tu es correcteur aussi, il me semble, parce que si tu es correcteur et que tu lis le même plan une centaine de fois, ou tu l'as été du moins, non? Non, je corrige pas au concours. Je suis professeur et en plus je me prépa, donc déjà je pense qu'il n'est pas normal que je corrige au concours dans ces conditions-là. Non, mais on peut aussi avoir les mêmes plans qui succèdent, des dissertations très bien traitées, et je pense à Frédéric me dira peut-être le contraire, mais qui seront toutes bien notées. Tout comme moi j'ai déjà vu revenir, parce que je travaille beaucoup sur les copies avec les étudiants, des copies dont une était beaucoup plus historique, beaucoup plus sociologique, en 2 parties. Je me souviens du sujet, c'était Institution, Développement économique, je reprends souvent cet exemple, notée 19,5, et une autre de ma classe notée 20, donc un tout petit peu plus, avec un plan en 3 parties, où il y avait quasiment,
pas de sociaux et très peu d'histoire. Mmh. Donc, mais les deux étaient très intéressantes. Ouais. Alors, le judo, je dirais pas forcément ça, mais imaginez-vous au tennis, vous avez votre attaquant qui monte au filet, vous avez quand même beaucoup de solutions de le passer, hein. Vous avez le revers long de ligne ou le revers croisé, vous avez le lob, voilà, vous pouvez slicer juste derrière le filet. Il y a plein de choses à faire alors le type d'en face peut perdre le point, mais ici le correcteur peut être satisfait, quoi. Mmh. Bon, métaphore sportive en tout cas. Je te laisse dérouler alors le plan que tu as imaginé. Oui, alors, si tu veux, je pourrais te l'envoyer d'ailleurs, parce que là, il est vraiment, c'est un chantier, hein, ça ressemble à ça. Ah oui, en effet, ouais. Donc ça, c'est plus clair, tu vois. Par exemple, cette page-là est très claire. Là, c'est quand je prépare les définitions, la problématique, etc. Mmh. Si tu veux, je te l'enverrai. Le plan, lui, ben, en fait, il est quand même tout de suite assez détaillé avec des parties et des sous-parties. Mais donc, moi, j'aurais privilégié cet ordre-là. Je suis parti de l'idée, une première grande idée force, que il y a beaucoup de fractures sociales qu'on peut appeler des bombes à retardement qui peuvent ralentir durablement la croissance. En quelques points. Premier point, en fait, Blanchard et Tirole, avant de publier Les grands défis économiques en 2022, avaient publié un rapport, hein, qui a donné lieu à ce bouquin, dans lequel ils parlent de bombes à retardement. Ces bombes à retardement sont les inégalités, l'environnement et le vieillissement. Donc en fait, déjà, on est sur trois choses qui sont assez liées à la notion de fracture. Oui. Les inégalités, bien sûr, l'environnement, ça va de soi, entre les nations notamment, et puis le vieillissement du point de vue d'une fracture intergénérationnelle. En deuxième point, j'ai pensé à Gordon, puisque pas oublier que Robert Gordon, avec ses vents contraires en 2013, finit par dire, hein, quand même, par la suite, à la suite de nombreuses critiques, en fait, si je devais retenir un vent contraire majeur, ce serait les inégalités. Troisièmement, en fait, la stagnation séculaire de Gordon, elle est quand même issue de 1939 à Alvin Hansen, qui craignait que ce soit le vieillissement, en fait, qui affecte le plus durablement les pays développés. Et finalement, c'est ce qu'on peut appeler ces équilibres économiques. Quatrièmement, vous avez la fracture éducative qui tend à s'accentuer, en particulier dans un des pays qui est pourtant le moins inégalitaire du monde du point de vue des revenus, qui est la France. Et c'est une fracture sociale majeure qui est importante, avec en plus la fracture intergénérationnelle. En clair, vous avez beaucoup d'arguments défendus par des économistes de renom, selon lesquels il y a des éléments de fracture sociale qui vont en s'accroissant et qui nous promettent un avenir, ou pour faire simple, un futur, et en particulier une croissance qui risque de ne plus garantir les équilibres économiques. Maintenant, grand B, la question est de savoir pourquoi. Pour faire simple, premièrement, ça peut être directement, tout simplement parce que l'instabilité sociale peut nuire à la satisfaction de ces équilibres. C'est pas ce qui est de plus important, mais on peut souligner quand même les gilets jaunes ou autres bonnets rouges, ou ce que vous voulez. Mais il y a surtout, deuxièmement, le fait que des inégalités très en faveur des plus hauts revenus affectent la demande, donc finalement aussi la demande anticipée, donc finalement aussi l'investissement, et donc multiplicateurs keynésiens, accélérateurs Clark-Aftalion, etc., peuvent produire troisièmement une croissance effective qui est beaucoup plus faible que ne le serait la croissance potentielle. Là, on a la loi d'Okun qui peut nous permettre de dire, et ça a un impact évident en termes de chômage. Par ailleurs, ces fractures sociales, elles induisent de la part des États des dépenses sociales. Voilà. L'essentiel des dépenses publiques aujourd'hui en France, donc d'un pays qui est à plus de 50 ans de déficit public maintenant, successifs, ce sont des dépenses sociales. Donc induites par ce qu'on a souligné plus tôt, la pauvreté, l'accroissement des inégalités, le vieillissement de la population, et qui peut se traduire par une fracture entre les jeunes actifs, qui vont subir, d'une certaine manière, le poids des charges induits par ce qu'il faut financer chez les anciens actifs. Et ces dépenses sociales, elles vont créer des déséquilibres majeurs qu'on peut appeler des déséquilibres financiers. C'est-à-dire que le poids des dettes, en particulier de la dette publique, est finalement un déséquilibre économique induit aussi par cette fracture-là. On peut même penser aussi à ce que certains avaient appelé la macroéconomie de l'inflation basse, parce que en fait, si je caricature un peu, dans des pays vieillissants, le risque, c'est en fait d'avoir une fracture intergénérationnelle dès lors que, pour faire simple, les plus âgés ont plutôt intérêt à une inflation basse qui va protéger les rendements réels de l'épargne, tandis que les plus jeunes auraient plutôt
intérêt à de l'investissement soutenu, quitte à ce qu'il soit un peu inflationniste, parce que ça signifiera qu'ils ont plus d'opportunités d'emploi et d'accroissement du revenu aussi, ce qui a été caractéristique des 30 Glorieuses. Maintenant, moi, en grand 2, et là, ça va aller plus vite, en fait, le lien est fait directement. En fait, les fractures sociales n'affectent pas les déséquilibres économiques de toutes les nations de la même manière. Parce que un grand A, en fait, les modèles sociaux sont différents d'une nation à l'autre. Donc, si on distingue 3 pays, vous avez par exemple des pays qu'on peut qualifier de modèle social libéral avec des marchés qui sont plutôt flexibles, les États-Unis pour faire simple, des pays où les fractures sociales s'accroissent, mais alors qu'ils sont seulement émergents et pas encore développés. Et puis un pays comme la France, par exemple, qui est plutôt un modèle conservateur corporatiste, avec des marchés qui sont plutôt rigidifiés par pas mal de choses, en particulier sur le marché du travail, ou qui biaisent un petit peu la concurrence. Et évidemment, les conséquences impliquent un État de réduire les frais. Et ce qu'on peut montrer en grand B, pour aller vite, c'est qu'en termes de chômage, en termes de coût du travail, donc en termes de charges aussi, mais aussi en termes de fonctionnement des institutions. Il ne faut pas oublier que les prix Nobel de l'année, c'était Acemoglu, Robinson notamment, qui traitent bien des institutions selon qu'elles sont inclusives, adaptatives ou au contraire extractives et plutôt très discriminantes. Ça va aussi grandement conduire à des équilibres de long terme différents. Voilà. Et si on veut que des équilibres soient durables grâce à une croissance elle-même qui est plutôt source de stabilité, avec un niveau général des prix qui lui-même est plutôt contrôlé, des finances publiques qui le sont aussi, etc., il est vraiment très très important que ces États, on va dire, aient quand même une conscience aiguë du fait de ne pas laisser s'agrandir les fractures sociales. Ce qui nous amène au grand 3. Alors là, j'ai fait un choix très particulier qui est de dire grand A. Attention, il y a quand même l'idée selon laquelle, en fait, l'accroissement des inégalités, je ne parle pas de la pauvreté là, il faudrait bien distinguer, il doit susciter une forme d'indifférence. Donc, par exemple, je parlais de Nozick tout à l'heure, mais vous avez la boîte d'Edgeworth en économie, le diagramme de Pareto, qui peut nous montrer qu'en fait, il y a plein d'équilibres par ici indifférents, dont certains qui sont très inégalitaires et d'autres qui ne le sont pas, ou en tout cas beaucoup moins, mais que ce qui devrait primer, c'est tout simplement le fait qu'on soit dans une situation Pareto optimale. Il y a aussi l'idée d'une indifférence qui serait induite par une résorption automatique. Je vais vite, mais imaginons la courbe de Kuznets qui, dans une deuxième phase, serait supposée, et c'est pas du tout ce qu'a dit Kuznets d'ailleurs, mais telle qu'elle est utilisée très souvent, conduire à une baisse spontanée des inégalités, et pourquoi pas une sortie assez spontanée de la pauvreté d'un nombre croissant d'individus. On a la thèse du trickle down, etc. Et puis on a même certains qui défendent l'idée que en fait, l'accroissement des inégalités participe aux équilibres économiques en ce que ce sont des incitations justement à l'emploi. C'est tout le courant, on va dire, libéral, très libéral, qu'on pourrait utiliser. Je pense qu'on pouvait insérer en transition là-dedans ce que j'appelle l'économie du mérite, parce qu'il y avait des conférences ces dernières années sur cette économie du mérite là, et dont voilà, on peut s'interroger sur l'accroissement de la fracture sociale avec d'un côté des 35 heures pour les uns, d'autres qui n'y sont pas du tout, une précarisation du travail pour les uns et d'autres qui ont plutôt des emplois protégés. Et c'est là où on va pouvoir montrer que certains auteurs sont indifférents, mais je pense qu'il faut justement finir par ne pas l'être, ce qui amène au grand B, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait. Pour faire simple, en 2 points, voilà, même dans la théorie de la justice de Rawls, qui est quand même pas un des essais parmi les plus libéraux et les plus interventionnistes, qui est un peu, on va dire, entre les deux, il y a la notion du maximin qui peut être utilisée et qui garantit aussi le fait de faire société. Puisque c'est aussi ce qui va conduire des inégalités à être considérées comme justes ou en tout cas acceptées. Et puis, pourquoi pas en deuxième point, je parlais tout à l'heure
Duflo, Banerjee ou Shafir, ceux qu'on appelle les randomistas, qui ont montré ces dernières années que, en fait, quand on fait face à des situations de pauvreté, en particulier de pauvreté extrême, il faut vraiment considérer que les réduire, ce n'est pas seulement un coût social, c'est une forme d'investissement. Et que c'est justement, par exemple, avec de nouvelles manières de traiter de ces situations de pauvreté pour réduire la précarité, qu'on va obtenir sur le long terme des équilibres avec un emploi plus élevé, une croissance potentielle plus élevée, des individus en règle générale qui vont investir d'eux-mêmes dans l'éducation, ce qui va garantir une croissance de long terme qui elle-même justement peut être plus stable, etc. etc. Bref, je m'arrête là pour pas être trop long. Je pense que c'était un sacré sujet pour eux. Ouais, non, mais là, l'ESSEC nous a gâtés en ESH comme en géopolitique cette année, clairement. Ouais. Et c'est un beau sujet, difficile, plein de choses à dire, à traiter, à discuter. Voilà. Ouais. Non, tu me faisais penser à l'instant, je ne sais pas si les candidats ont écouté ça, sans doute pas, parce que c'est sorti il y a assez peu longtemps, mais les nouveaux chemins de la philo, l'émission de France Culture, a fait un truc assez intéressant sur le libéralisme, et notamment une réflexion autour de Rawls et de ce que veut dire liberal en anglais, qui n'est pas tout à fait libéral en français. Enfin, bon, bref, ce que tu as dit faisait écho pas mal à ça, donc ça aurait pu être une ressource intéressante. Par exemple, ça fait l'ouverture de la conclusion, c'est parfait. C'est ça, exactement. Et ben nous aussi, on va faire une petite ouverture sur pourquoi pas le sujet ESCP schéma. Ça va être la dernière véritable échéance des candidats du point de vue de l'économie, sociologie, histoire. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Est-ce qu'on met totalement de côté cette dissertation ou est-ce qu'on peut peut-être capitaliser sur ce qu'on a fait pour corriger certains points à la marge en vue de la dernière épreuve? C'est une question très difficile que tu me poses parce que le conseil que je donne à mes étudiants, c'est une épreuve après l'autre. Et une fois qu'on sort d'une épreuve, on n'y pense plus jamais. Je pense que il faut penser à la suivante parce qu'en fait, ils sont quand même ils ont la tête dans le guidon et c'est un rush. Oui, je pense que ça vaut le coup de retenir éventuellement d'erreurs de méthode, de mauvaise gestion du temps. Mais ça, je dirais que ça devient très personnel, ça va dépendre complètement d'eux. Mais je pense que, moi, je suis pas pour spéculer sur des sujets à partir du moment où on a bien balayé tout un programme et on n'est pas omniscient, mais qu'on a de quoi en fait argumenter sur quelques sujets que ce soit. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais en revanche, surtout pour ceux qui auraient le sentiment que là, à la suite d'un corrigé, ils sont très loin de ce que j'ai proposé, rassurez-vous, vous pouvez avoir 20 quand même. Je répète, il y a plein de moyens de traiter ce sujet. Mais je pense que le sujet de l'ECP, il faut s'y projeter comme c'est un nouveau sujet, ce sera peut-être un nouveau thème, mais je réapplique, ce verbe n'existe pas, mais finalement les méthodes pour lesquelles j'ai été préparé pendant 2 ans, en restant bien lucide, serein face à l'intitulé du sujet. Voilà, je reprends toujours cette phrase, je crois que c'est Sénèque qui disait la colère trouble la technique, la panique trouble la technique aussi. Donc en fait, on applique la technique, le sujet ne doit pas être inquiétant.